Bien, alors on va vous parler donc des tempéraments. Françoise vous l'a dit, c'est ce qui fait qu'on est devant vous aujourd'hui, c'est ce que ça nous a appris pour nous, dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. C'est vraiment un petit, enfin moi je trouve ça aujourd'hui un petit bijou et en tout cas on s'en sert tous les jours. Alors ça date pas d'hier les tempéraments puisque c'est Hippocrate. Hippocrate c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est drôle parce que quelquefois quand on parle du Moyen-Âge, on se dit bien qu'on se demandait s'il savait réfléchir à cette époque-là, mais là c'est Hippocrate, vous voyez c'est encore plus ancien, mais si, il savait très bien réfléchir. Et c'est toute l'histoire de la philosophie grecque, et notamment Hippocrate, donc ce fameux médecin, père de la médecine on pourrait dire, a identifié des correspondances entre des phénomènes physiologiques, des états de santé, des états de maladie et des comportements. Et pour lui, la santé, c'était l'équilibre entre 4 flux, 4 liquides organiques. Alors, il fallait trouver cet équilibre. Et il y avait dedans le sang qui venait du foie et du cœur, la lymphe ou également la phlegme, c'est deux noms pour la même chose, qui venait du cerveau, la bile jaune qui venait du foie et la bile noire de la rate. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment une étude très physiologique, avec les connaissances de l'époque, et cette idée que y avait ces 4 flux qu'il fallait équilibrer. On peut dire ces 4 flux, il appelait ça aussi des humeurs. Voilà, on voit le lien entre les humeurs et les tempéraments. Voilà. Et donc nous avons des humeurs différentes qui se combinent de façon différente et qui font que nous avons des tempéraments différents. Voilà. Alors, pour bien comprendre ce que sont ces tempéraments, il faut comprendre où ils se situent dans le fonctionnement de l'être humain. Donc on va regarder ça de manière assez simple, voilà. Mais c'est quand même intéressant de revenir là-dessus. Donc ça c'est tout à fait les philosophes grecs qui voient ça, c'est-à-dire que notre connaissance part du réel. Bon, jusque-là il n'y a pas trop de problème, quoique. On observe le réel, on écoute le réel, on perçoit le réel au travers de nos sens externes. Il n'y a aucune connaissance possible sans nos sens externes. Ça n'est pas possible. Donc c'est dire quand même l'importance de nos sens externes. Pour ceux qui ont eu le Covid, on a vu à quel point ça peut être pénalisant de perdre le goût, l'odorat, etc. Alors on perçoit, très bien, voilà, je vous vois, je vous observe, voilà, je vous entends. Et puis ces sens externes viennent mobiliser nos 4 sens internes. L'imagination, la mémoire. Alors l'imagination, parce que j'imagine que vous êtes très attentif, voilà, je me dis, tiens, peut-être que ça vous fait référence à des tas de choses. La mémoire, parce que je me rappelle une dernière conférence où je me suis complètement planté. Non, c'est pas vrai. Le sens commun, qui est, on pourrait dire, ça simplifie un peu, mais le bon sens. C'est-à-dire des choses qui sont évidentes, une espèce d'évidence. On appelle ça le sens commun et l'intuition. Voilà, on intuite des choses. Et ces 4 sens internes viennent créer des émotions. Alors on peut reprendre la Madeleine de Proust. Voilà, je vois une belle Madeleine sur la table. Et puis, donc ça c'est les sens externes. Et puis, je me rappelle
des longues soirées avec ma grand-mère, et donc j'ai toute l'ambiance de la grande maison de ma grand-mère, et ça me rappelle des très bons souvenirs d'enfance. Voilà, et ça déclenche des émotions. Voilà. Je suis dans la joie de repenser à ces beaux moments. Et donc voilà, je suis embarqué, malgré moi, dans des émotions. Très bien. Il faut espérer que ça ne reste pas au niveau des émotions, vous voyez. Parce que les émotions, c'est très bien, mais ça ne va pas forcément me dire ce que je dois faire. Et donc, normalement, si tout se passe bien, ça remonte à l'intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, la madeleine que j'ai devant moi, j'ai vraiment envie de la manger, parce qu'en fait, ça me rappelle tous ces bons souvenirs. Mais je vais me poser la question de savoir si c'est bon que je la mange. Oui, parce que je viens de sortir de mon déjeuner, et là, quand même, je vais me poser la question. Et je vais peut-être me dire, non, c'est pas bon que je mange la madeleine, j'ai pas faim, non. Vous voyez, donc mon intelligence va discerner ce qui est vrai. Il est vrai que je n'ai pas besoin de madeleine maintenant. Okay. Donc l'intelligence discerne ce qui est vrai. Et j'ai une volonté libre qui fait que je vais décider en moi-même de savoir si je mange la madeleine ou pas, bien que je sais que c'est pas bon que je mange cette madeleine. Mais c'est ma liberté. L'acte libre, il est vraiment là, hein, dans le choix que prend la volonté par rapport à ce que l'intelligence a éclairé. Et si je décide de manger la madeleine, eh bien, je reste dans ces belles émotions que j'ai connues de la madeleine, etc. Et donc, je vais agir sur le réel, je vais m'emparer de la madeleine et la manger. Si je décide de ne pas la manger, d'accord, j'écoute mon intelligence, je décide de ne pas la manger, et là, je vais peut-être essayer de trouver des émotions qui vont m'aider à prendre sur moi en me disant, en fait, c'est ma santé, je vais penser à ma santé, en me disant, oui, ça c'est bien, la santé, c'est bien, super. Et donc, j'ai toutes les belles émotions qui vont venir du fait de la santé que je vise et qui... Voilà. Est-ce que ça va ? C'est simple, hein, mais c'est vraiment pour comprendre que nos émotions et mouvoir, mettre en mouvement. C'est ce qui nous met en mouvement, ce sont nos mouvements internes. Ils sont extrêmement importants, ils nous poussent, ils enrichissent la façon de ce qu'on vit, parfois ils nous poussent à l'action, mais évidemment, nous sommes des êtres rationnels, intelligents, il faut que nous utilisions notre intelligence, et vous remarquez que quand vous voyez une magnifique publicité pour une Porsche 911 au hasard, j'ai pris cet exemple-là comme ça qui me vient. On pourrait s'attendre, n'est-ce pas, sur une publicité d'une Porsche 911, qu'on vous vante les performances exceptionnelles de la Porsche 911, incroyable. Pas du tout, on voit une magnifique femme à demi dévêtue sur le capot de la Porsche. C'est quoi ça ? C'est un processus tout à fait manipulatoire. C'est-à-dire qu'on vient chercher des émotions ici qui n'ont rien à voir avec la Porsche, n'est-ce pas ? Même si les livres de la Porsche sont magnifiques, et qui vont déclencher mon acte d'achat. Demain. Mon acte d'achat. Après-demain. Voilà, la publicité, telle qu'elle est faite aujourd'hui, qui n'est pas une publicité descriptive, est un acte purement manipulatoire. Voilà. On vient chercher toutes les émotions et on évite de passer par le cerveau, hein, évidemment, et donc on n'est plus dans un acte libre. Hein, on est pris, et le marketing, bien souvent, pas toujours, on ne peut pas généraliser, mais vient déclencher ces principes. Voilà. Donc, oui, les émotions, c'est top, c'est super, c'est une richesse extraordinaire qu'il faut accueillir, mais passons par l'intelligence pour décider librement de nos actes. Ça va ? Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses tout à fait passionnantes ? Voilà. On voit bien que
l'appréhension du réel, quand on est dans des situations comme maintenant, nous sommes saisis par le réel et il y a un retentissement interne. Hein. Les émotions, c'est la façon dont le réel nous saisit et crée en nous un retentissement. Aristote disait d'ailleurs, évidemment philosophe grec, peut-être deux siècles, 1 ou 2 siècles après Hippocrate, que les passions sont les émotions de l'âme liées au corps. Alors, c'est quoi ça? La joie. La joie, c'est bien une émotion de l'âme, c'est à l'intérieur, mais en même temps, ça va se voir sur ma tête, sur mon visage, je vais, sauter en l'air, etc. La peur, c'est bien une émotion de l'âme, mais ça va se voir aussi dans mon corps, la colère, l'amour, etc. Donc c'est bien un mouvement de l'âme, mais qui embarque mon corps, et je pense que c'est pour ça qu'Hippocrate, évidemment, voyait la correspondance entre des éléments très corporels, les éléments de la santé, et puis les humeurs. Voilà. Nous ne sommes pas émus de la même façon. Là, vous êtes dans une situation concrète, et vos émotions à tous sont différentes. Voilà. Moi, je suis extrêmement joyeux, je suis extrêmement... je trouve ça génial, je suis très heureux. Mais chacun, nous vivons des émotions tout à fait différentes devant la même situation. Alors ces réactions que nous avons face aux situations, elles peuvent être soit lentes, soit rapides. Vous voyez, je peux être ému tout de suite. Ou alors l'émotion, elle va venir de manière très lente. Vous voyez. Ces émotions, ces réactions, elles peuvent être très profondes. Parce que tout d'un coup, il y a une résonance là profonde et je sens que waouh. Ou alors au contraire légère. Voilà, il y a une espèce de légèreté dans ce que je vis. Elles peuvent être vives ou très fortes ou au contraire pas fortes. Elles peuvent laisser une trace dans la durée ou au contraire s'en aller très vite. Ça va? C'est tout ça qui va faire que ces émotions sont très différentes. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Voilà. Et la manière de réagir à ces émotions, selon la singularité des personnes, nous donne les 4 tempéraments que nous allons vous décrire maintenant. Alors, juste 3 remarques avant de commencer à vous parler de ces 4 tempéraments. La première, c'est que nous ne sommes pas que des tempéraments. Nous sommes bien plus que ça. Il y a notre histoire, il y a l'éducation qui joue, il y a beaucoup de choses qui jouent, et nous ne sommes pas que des tempéraments. Donc, non, ne nous enfermons pas dans tes tempéraments, et n'enfermons pas les autres dans des tempéraments. La deuxième remarque, c'est que les caractéristiques que nous allons développer doivent nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre les autres, mais en aucun cas on ne pourra changer les autres, même si on en a très envie. Donc on doit commencer par se changer soi-même et comprendre comment on fonctionne déjà pour changer soi-même et s'adapter à ceux qu'on voit en face. Et puis troisième remarque, nous possédons les 4 tempéraments mais à des degrés variés. Donc il y a des personnes qui ont un tempérament dominant, d'autres qui ont 2 tempéraments dominants, d'autres qui ont un panaché plus équilibré des 4. Voilà, tout ça, ça dépend vraiment de la singularité de chacun. Voilà, et nous allons, alors ce qu'on vous propose, c'est vraiment des traits un peu caricaturaux, bien sûr. On force un peu le trait pour que vous identifiez un peu la profondeur de chaque tempérament. Donc j'espère que vous vous reconnaîtrez dans ces tempéraments. Alors le premier tempérament, c'est le sanguin. Le sanguin, voilà. Le sanguin, ce qu'il caractérise, c'est qu'il a des réactions rapides, vives, il est beaucoup dans l'émotion immédiate, voilà, peu profonde et de courte durée. D'accord. On va dire que ce qui caractérise le sanguin,
on va dire sa vertu ou sa force la plus importante, c'est la joie. D'accord ? Et donc, comme il a des réactions de courte durée, il a des réactions qui peuvent paraître très superficielles à d'autres. Voilà. Il peut paraître assez détaché. Le sanguin, il est naturellement extraverti parce que tout l'intéresse, tout est passible de susciter des émotions fortes. Voilà, il est, en général, on peut résumer le sanguin par vivant. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime vivre des tas de choses et des tas d'émotions contradictoires aussi, quelquefois. Donc il est en général ouvert, joyeux, amical, jovial. C'est celui qui aime mettre la bonne ambiance dans un groupe. Alors c'est très intéressant d'avoir un sanguin dans des dîners, parce qu'au moins on est sûr qu'ils mettent le liant et qu'ils mettent l'animation. Surtout quand il y a beaucoup de mélancolique, on verra tout à l'heure. Voilà. Mais il aime aussi être le centre d'attention, donc quelquefois ça peut prendre des proportions un peu importantes. Voilà, le sanguin est optimiste, il voit la vie en rose, il voit toujours plein de couleurs, le sanguin. Voilà, ça c'est vraiment ce qui le caractérise. D'accord ? Alors on va entrer, pour chaque tempérament, on va voir quelles sont les forces et quels sont les excès de ces tempéraments. Parce que si on va trop loin dans les forces, c'est plus des forces, ça devient des excès où elles sont mal orientées et du coup on a du mal à maîtriser son tempérament. Donc d'abord les forces, alors on l'a dit, c'est un élan de vie, c'est un enthousiasme, c'est une joie. Voilà, il va toujours essayer de transformer les événements qu'il vit dans la joie et d'apporter la joie aux autres. Donc forcément il est démonstratif. Il aime les manifestations d'affection, il aime les liens, il aime tout ça. En général, il pardonne très facilement, parce que comme il aime être dans le lien, voilà, on reste pas longtemps fâché avec un sanguin, parce que très vite, il va aller vous voir pour vouloir se réconcilier avec vous. Hein, il oublie vite, parce qu'il passe à autre chose, il passe à une autre émotion. Il rend la vie joyeuse. Quelquefois, on dit que c'est des tourbillons dans une vie, dans une maison, ou voilà. Et puis, alors pour vous donner un exemple, le sanguin, il s'intéresse à plein de choses. Voilà, à beaucoup de choses. Alors on va voir qu'en excès, on va voir ce que ça donne tout à l'heure. Et puis il sait encourager, parce que comme il est dans le lien, au travail, il a envie d'encourager les autres, il a envie d'avoir une parole pour l'un ou l'autre pour qu'ils puissent avancer. Voilà, donc c'est par exemple parmi un professeur, c'est celui qui va donner le goût de la matière parce qu'il va vouloir entraîner l'élève à aller plus loin, etc. Voilà, c'est un peu les forces du sanguin. D'accord ? Donc sa tendance, c'est vraiment d'éprouver beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Et puis ses excès, alors pour vous donner un exemple, puisque tout l'intéresse, le sanguin, il a sur sa table de nuit entre 10 et 15 livres. Pour la bonne raison que quand on lui parle d'un livre, ça l'intéresse tellement qu'il va aller l'acheter tout de suite. Il en lit le premier chapitre. Mais, entre-temps, il a rencontré quelqu'un dans la rue qui lui parle d'un autre livre, qui le passionne à nouveau. Enfin, vraiment, l'échange, et il se dit, je vais aller l'acheter. Et donc, il achète le livre. Il lit le premier chapitre du deuxième livre. Mais et voilà, et une troisième personne arrive et il achète un troisième livre. Donc les tables de nuit des sanguins, en général, elles sont très encombrées de beaucoup de livres, mais les marque-pages restent toujours au début des livres. Voilà, donc c'est un peu mon cas peut-être, de temps en temps, mais pas que. Voilà. Et puis, voilà, il a beaucoup de difficultés à tenir ses résolutions. C'est-à-dire qu'il peut faire beaucoup de promesses, mais quelquefois il a du mal à les tenir. Donc le sanguin, il va aller vouloir rendre service à quelqu'un, et puis quelqu'un d'autre va arriver et dit « Mais tu veux pas m'aider à déménager parce que j'ai la maison pleine, il faut que je... » « Mais oui, pas de problème. » Et puis entre-temps, il y a quelqu'un qui l'appelle en disant « Mais tu avais promis de venir me voir. Ah mince, j'ai complètement oublié. Entre-temps, j'ai promis à quelqu'un d'autre. » Voilà, ça déborde. Il veut tout faire. Il a du mal à se discipliner et à choisir. La difficulté du sanguin, c'est d'être régulier. Donc voilà, un peu comme le vent, il peut être un peu inconstant comme le vent. Voilà, donc il peut se passionner par un sujet, puis le lendemain par un autre sujet. Il a du mal à approfondir. Voilà, et puis il aime la relation, donc il peut être beaucoup dans le bavardage, et voilà, ça peut prendre beaucoup de place, et ça peut excéder les gens parce qu'il a besoin de parler, de raconter sa journée tout de suite, de mettre beaucoup de couleurs dans ce qu'il raconte.
Et puis au bout d'un moment, la personne en face, elle peut décrocher en disant ouais, ça va, allons à l'essentiel. Hein. Voilà, donc voilà un petit portrait du sanguin. Le bilieux. Deuxième tempérament, identifié par Hippocrate, le bilieux, un mot qu'on n'a pas trop l'habitude d'employer, qui vient de la fameuse bile. Alors qu'est-ce que ça veut dire le bilieux? Alors déjà c'est un personnage qui réagit de façon rapide aux événements extérieurs, de façon profonde et durable. Donc c'est plus, rapide, profond et durable. Et ça s'inscrit profondément en lui, et cette envie d'agir se tourne vers la transformation de l'extérieur. Il a envie d'exprimer ses émotions intérieures à travers une action extérieure. Et cette action elle va être efficace. Ce qui caractérise le bilieux, c'est la force. On a dit que c'était la joie pour le sanguin, chez le bilieux c'est la force. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de capacité en lui à endurer, à entreprendre et aller au bout de ce qu'il a décidé. Quelqu'un a dit « L'impossible est le refuge des poltrons ». Un bilieux a dit « L'impossible est le refuge des poltrons ». Donc pour un bilieux, rien n'est impossible. Il suffit qu'on décide de s'y mettre. Ils vont au bout de leurs idées, rien ne les arrête. Je dirais même que les obstacles suscitent en eux cette envie de les surmonter. Il y a un des éléments, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure sur le sanguin, mais l'élément de la nature qui parle du bilieux, c'est le feu. Alors le feu à la fois qui éclaire, qui monte le chemin, qui peut aussi tout ravager dans ses excès et sa puissance. Donc on voit bien que chez le bilieux, il y a cette difficulté de maîtriser cette puissance qu'il a. Donc c'est un tempérament qui est passionné. Des gens qui ont des trempes, évidemment. Beaucoup de chefs ont ce tempérament-là, puisque quand on est chef, il faut décider dans la difficulté, voilà, avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord, et il faut savoir trancher et assumer ses décisions, pas trop se poser de questions et avancer. Et ces gens-là, ils sont tendus par leur objectif. Donc, je dirais, les petits tracas du quotidien, la réalité du quotidien ne les intéresse pas tellement. Parce que on avance. Ils tendent vers quelque chose de plus grand que les petites broutilles du quotidien. Voilà, ça devient souvent des héros ou des tyrans. Alors, les forces. Les forces, c'est sa force. C'est-à-dire cette capacité, cette assurance, cette détermination, cette conscience du chemin qu'il faut suivre pour atteindre son objectif. Voilà, plus vite que les autres, il sait comment il faut s'y prendre. Donc c'est une espèce d'évidence, et donc puisque c'est évident, on y va quoi, enfin, on fonce. Il ne se rend pas compte que pour les autres, ça demande beaucoup plus de temps, que le sanguin, ça l'a mis dans tous ses états, que les autres tempéraments dont on va parler aussi passent par d'autres états, enfin, tout ça il ne comprend pas. Pour lui, il connaît la feuille de route. Et en plus, il sait qu'il a tout ce qu'il faut pour la mener à bout. Voilà, donc beaucoup d'énergie, sont des meneurs, je l'ai dit, ils aiment les défis. Chez les enfants, ça se traduit par des enfants colériques, qui peuvent mener leurs parents, même tout petits, par le bout du nez, parce qu'en fait, l'enfant s'affronte à ses parents, sur quelque chose qui le contrarie, et il tient bon. J'ai une petite fille qui a 2 ans et demi, enfin déjà depuis l'âge de 2 ans, qui met sa mère dans tous ses états parce que elle lui dit non comme à une grande personne. Enfin, comme si c'était une grande personne, et elle tient bon. Et ma fille ne sait pas comment faire. Donc, et elle peut se mettre dans des colères qui durent une demi-heure, impossible de la calmer, tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Et donc c'est de la négociation en permanence. Incroyable. Et c'est pas une question que la mère est cool, c'est que l'enfant manifeste très tôt cette détermination, cette décision. Elle n'a pas envie d'aller au bain, il n'y a rien à faire, elle n'ira pas au bain, dans sa tête. Voilà, des gens qui ont une assurance à toute épreuve, qui n'ont peur de rien, qui sont des moteurs,
Et comme je l'ai dit, des situations complexes, d'urgence, de défis, les mobilisent particulièrement. Ils aiment ça. Winston Churchill, au moment de la guerre, disait dans son discours de la Chambre des communes « Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du labeur, du sang et des larmes. Je suis clair sur les difficultés qu'on va rencontrer, que notre pays va rencontrer. » Et donc il leur explique le but qu'il poursuit, celui de la victoire. Pourtant, il ne sait pas s'il va y arriver. Enfin, il n'est pas sûr de la victoire, mais lui, il est sûr qu'il va y aller. Et il est sûr qu'il va faire tout ce qu'il faut pour atteindre la victoire. Et donc, il va se mettre en route. Et il va embarquer les autres derrière cette certitude. Puisque lui est sûr qu'on va tout mettre en place, finalement, on y va. Ce sont donc des gens qui ont une grande discipline personnelle, grande discipline professionnelle. Elles aiment travailler, elles aiment beaucoup travailler, puisque le travail est au service de ce résultat qu'ils veulent absolument atteindre. Je dirais même les équipes sont au service, donc c'est très embarquant, c'est très dynamique pour atteindre l'objectif. Et ce sont des gens qui sont efficaces. Ils aiment agir, contrôler, organiser. Ils peuvent aussi bien déléguer. Ça peut être une mère de famille qui doit s'absenter 3 jours et qui va laisser une liste très précise de tout ce qu'il faut faire, avec toutes les recommandations, tout ce qu'il faut suivre, pour que les enfants soient capables d'être autonomes pendant les 3 jours. Alors au niveau des excès, vous voyez bien que cette espèce d'assurance et de détermination qu'il a font que quand il se trompe, en fait il ne s'est pas trompé. C'est l'environnement qui n'a pas été comme il lui voulait. Donc il a beaucoup de mal à reconnaître ses torts. Beaucoup de mal à se remettre en question. Et puis, comme il a des objectifs ambitieux, cette ambition, elle peut être démesurée. Rappelez-vous, Napoléon, qui n'en finit pas d'établir le royaume, et qui va jusqu'au fin fond de la Russie pour poursuivre. Il ne mesure pas en fait qu'à un moment donné, il décroche du réel. Son idée, son ambition personnelle, ce qu'il s'est décidé de faire, passe avant la réalité qui peut lui montrer que là, c'est plus ajusté. Et puis comme il a beaucoup de capacités, il est très autonome. Et donc c'est compliqué pour lui de demander l'aide des autres. Un bilieux ne va jamais demander l'aide des autres. Trop de fierté en jeu. Il se suffit à lui-même. Cyrano de Bergerac disait « Ne pas monter bien haut, mais être seul à le faire ». Et puis, toujours pareil, dans cette idée d'atteindre l'objectif et d'utiliser son équipe, ses troupes, c'est un peu aussi aller dans l'excès d'utiliser au sens d'une ressource, d'une simple ressource, qui est là pour l'objectif. Et donc les gens ne sont regardés que comme un moyen d'atteindre son objectif, avec un risque de mépris, d'écrasement, d'agacement parce qu'ils n'avancent pas aussi vite, parce qu'ils se posent trop de questions, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait se mettre en route. Et donc le guette, la manipulation, la colère froide. Voilà, donc impatient, très impatient, fonceur, efficace, et puis donc du mal à comprendre comment fonctionnent les autres, brut de décoffrage, c'est cash. On va à l'essentiel, on ne prend pas les moyens de savoir si vous avez bien compris, si c'est bien intégré. Voilà, on fonce. Donc un tempérament très riche, qui se donne tous les moyens d'accomplir ce qu'il a décidé. Le mélancolique met ses lunettes. Le mélancolique, il a des réactions lentes, profondes et durables. Oui, chez lui, tout se passe à l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Voilà. Tout est très profond. Il ne supporte pas la superficialité du sanguin.
Il recherche toujours le sens profond des choses. Il est dans une espèce de quête d'absolu. Alors c'est l'idéal du beau, du bien, du vrai, de je ne sais quoi. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il a la nostalgie du paradis perdu. Alors sa vie intérieure est absolument bouillonnante. Voilà. Il est, oui, un élément important, il est tourné vers la réflexion. Donc c'est quelqu'un qui va organiser, planifier, voilà, il crée, il invente, il s'interroge. Alors il s'interroge beaucoup, il s'interroge bien sûr. Il s'interroge beaucoup. Il a toujours cette visée de l'idéal, et donc il voit en permanence l'écart entre l'idéal qu'il vise et là où il en est aujourd'hui. Et donc, c'est quelqu'un qui se remet en question tout le temps. Voilà. Si ça va pas, vous voyez, c'est pas comme le bilieux. Non, si ça va pas, c'est qu'il a pas fait comme il fallait. Non, là, il a pas fait. Il aurait dû faire ci, faire ça et faire beaucoup mieux. Il voit bien que c'est sûr. Hein. Et donc il voit toujours le verre à moitié vide. Voilà. Ce qui marche, il ne le voit pas trop. Quelle est la vertu, on va regarder les forces, hein, quelle est la vertu du mélancolique? C'est le cœur. Voilà. Quelqu'un de très sensible. En société, il est calme, réfléchi et posé. Voilà. Il invite d'ailleurs les autres à se poser des questions que les autres ne se posent pas, mais lui il se les pose, donc voilà. Et donc il questionne le sens de toute chose. Voilà. Il se corrige lui-même, il corrige les autres. Voilà. Hein, donc il a cette exigence là de la qualité, on pourrait dire. Hein. Alors, une question simple peut tout d'un coup devenir très complexe. Je vous en cite une. Un conjoint demande à son conjoint s'il préfère la mer ou la montagne pour partir en vacances en famille. On pourrait se dire que c'est une question finalement assez simple. Pas du tout, pas du tout. Alors, le mélancolique va se dire, mais où est-ce que les enfants seraient le plus heureux? Ah oui, et chaque enfant est différent, donc il va falloir se poser cette question-là. Et puis on a besoin de repos. Quel est l'endroit le mieux quand même pour qu'on puisse se reposer? Alors la mer, bah oui, la mer c'est paisible, c'est bien, mais la montagne, il y a aussi le bon air qui fait qu'on dort mieux. Donc tout ça, ces questions se posent, hein, bien sûr. Comment aller se ressourcer? Voilà, enfin, ça peut durer, quoi. Non, il y a besoin du milieu qui prenne une décision, qui dise, ben, on va à la montagne. Voilà. Au travail, il pose les bonnes questions pour établir une vision qui va orienter l'équipe. Alors, dans les réunions, on n'entend pas le mélancolique, parce qu'il écoute. Il a ses qualités d'écoute et d'observation. Hein. Et puis, à un moment donné, si jamais il y a évidemment une petite ouverture, il va accepter de prendre la parole, et là, il vous sort un truc, shpoum, très pertinent sur le sens des choses, ou une remise en question à laquelle personne n'avait pensé. Voilà. Il réinterroge le but, bien sûr, la finalité, ou le processus. C'est un travailleur infatigable, voilà, perfectionniste. Hein. Il n'y a pas de hasard, tout doit être pris en compte jusqu'à la perfection. Voilà. Alors évidemment, il a besoin de temps. Il a besoin de temps de la réflexion. Voilà. Il organise son travail, il est très méthodique, voilà. Évidemment, tout travail demande une maturation. Oui, c'est évident. Les sujets sont profonds, les choses sont graves, donc c'est un véritable accouchement. Voilà. C'est pour ça que quand on sent que là, il y a quelque chose qui a maturé, il faut vraiment aller le saisir, parce que là, il y a une perle. Hein. Il a pondu quelque chose et il faut être là pour le récupérer. Voilà, évidemment, il ne sera jamais complètement satisfait de ce qu'il fait. En amitié, il est fidèle. Il aime les relations qui durent, les relations profondes, les relations de qualité. Voilà. Il sait écouter ses amis, voilà, prendre le temps de cette écoute. Il a cette sensibilité aussi, hein, qui fait qu'il perçoit la sensibilité de l'autre.
pas du tout démonstratif, et souvent ayant un peu de mal à exprimer ses émotions. C'est trop intérieur, trop riche, trop intense. Voilà. Il ne sait pas trop comment canaliser toutes ces émotions. En amour, eh bien, les relations amoureuses, la relation amoureuse est très importante pour lui, et il recherche l'amour avec un grand A. Voilà. Il y a toujours une perfection c'est comme ça. Hein. En famille, il est vraiment le garant de ce qui se vit dans la famille, c'est-à-dire vous voyez, la qualité des relations qui se vivent en famille, c'est évidemment très important. Dans l'art, c'est plutôt un créatif. Hein. Beaucoup d'artistes sont mélancoliques. Hein. Ils ont cette sensibilité et qui amène à cette créativité. Et puis, ils sont un peu dans ce mécanisme d'interrogation, de doute qui mène à la création. Jamais, comme tout artiste, vraiment pleinement satisfait de son œuvre. Quelqu'un qui a une grande compassion grâce à sa sensibilité dans les relations avec les autres, voilà, très proche de ceux qui souffrent, hein, et il comprend bien parce qu'il ressent les choses vraiment de l'intérieur. Il y a quelques excès possibles du mélancolique. Il peut être très égocentrique. Tout tourne autour de lui, comme il vit les choses de manière très très forte. Voilà. On l'a vu, il voit toujours les imperfections et ce qui ne va pas, donc à un moment donné, c'est lourd, quoi. Il vous plombe un projet. Hein. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, hein. C'est clair. Oui, oui. Il a du mal à se réjouir, tout est grave. Hein. Et donc c'est facilement un râleur. Hein. Si on l'arrête pas suffisamment tôt, c'est quelqu'un qui peut se plaindre. Il est perfectionniste, il met la barre beaucoup trop haut, il décourage tout le monde. Alors, lui-même est déjà largement découragé, la dépression le guette à chaque tournant. Hein. Et donc il peut facilement se replier sur lui-même. Ben oui, parce que quand ça va pas, c'est de sa faute. Donc si c'est de sa faute, il se replie et puis il essaye de régler la chose, mais enfin il n'y arrive pas, il descend tranquillement mais sûrement dans une dépression et un repli inexorable. Alors, j'ai peut-être été un tout petit peu fort. Très sensible, trop sensible, parfois, et donc il est vite blessé, hyper susceptible. Oh, il faut le prendre avec des pincettes, le mélancolique. Alors vous imaginez, quand il y a un bilieux en face du mélancolique, moi j'ai l'habitude de dire que c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Désolé pour le bilieux. Sa solitude peut le rendre timoré, il manquer de courage pour affronter les obstacles. Son perfectionnisme le rend un peu hésitant, voilà. Il va retarder un peu tout, c'est jamais assez parfait, bien sûr. Évidemment, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ah oui, vous lui dites le moindre petit reproche, ça y est, il est tombé par terre, il est pas bon, quoi. C'est pas un bon. Voilà. Alors je vais quand même finir par quelque chose de très positif. Il aime les belles relations qui ont du sens. Voilà. Quatrième tempérament, le flegmatique. C'est peut-être celui avec lequel les trois autres ont le plus de plaisir à fonctionner. Il n'est pas excité comme le sanguin, il n'est pas fonceur tête baissée comme le bilieux, il n'est pas à se remettre en cause tous les 4 matins comme le mélancolique. C'est quelqu'un qui réagit lentement aux impressions extérieures, avec des relations peu profondes et qui ne durent pas. Et donc ça en fait quelqu'un de très détaché, avec beaucoup de sang-froid. On a l'impression que les événements extérieurs n'ont pas d'impact sur lui. Ça passe comme l'eau sur un canard. Ce sont des gens qui sont plutôt introvertis, peu portés naturellement à l'action, et ils sont je vous ai parlé de ce recul, en fait ils sont dans une espèce d'observation.
de ce qu'ils voient, comme s'ils étaient en dehors. Et on a l'impression qu'ils se maîtrisent super bien. On a l'impression qu'ils ressentent rien du tout. Très égal, très maîtrisé. Toute situation a l'air d'être parfaitement vivable par lui. On peut tout lui dire. On peut être dans n'importe quel genre de situation. Il l'encaisse sans bouger. Les mots qui le caractérisent, son attente, c'est l'idéal. C'est pas l'idéal, c'est l'harmonie et la paix. Il recherche l'harmonie et la paix. L'eau, l'élément qui le caractérise au niveau de la nature, c'est l'eau, qui prend les formes des creux dans lesquels elle se trouve, qui épouse et qui a une surface tout à fait stable. La maxime du flegmatique, c'est de goûter la paix après le travail. Il dédramatise toute situation. C'est un excellent médiateur. Au travail, c'est pas le premier à démarrer. Donc il s'installe, il a besoin de son petit confort, et puis voilà, il va bien falloir finir par y aller, donc il y va un peu. Ceci dit, quand il est lancé, c'est régulier, et c'est fait avec application. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est que les choses se passent de façon paisible. Donc il va apaiser les tensions, les relations, il va sentir où ça coince. Et donc, comme il observe bien, eh bien si on vient le voir, et si on le sollicite, il peut apporter un bon conseil, une bonne parole. Mais il faut bien venir le chercher. Il faut se rendre compte que c'est lui qui est un porteur de paix, pour aller venir apaiser les tensions. Et donc, un chef flegmatique est extrêmement agréable pour l'équipe. Il n'y aura pas de pression, c'est cool, il y a une bonne ambiance. On ne se tape pas sur le ventre tout le temps, hein, on n'est pas un sanguin quand même, mais vraiment, le rythme est tout à fait paisible. Il ne va pas mettre la barre trop haut, ça c'est sûr. Comme parent, ça donne des parents où il fait bon vivre. Les parents ne sont pas très exigeants avec les enfants, il n'y a pas forcément besoin de faire ses devoirs absolument tous les soirs jusqu'au bout. Et on se regarde des films, et on vit des choses intéressantes. Voilà, donc j'ai dit bonne médiation, capacité d'écoute. Par contre, comme il est en retrait des choses, eh bien il peut être quand même assez timide. Dans son coin, on peut même avoir l'impression que les choses ne l'intéressent pas, que les relations ne l'intéressent pas. On peut le trouver fade, morne, sans relief. On a même l'impression qu'il ne ressent rien, qu'il ne se passe rien, que rien ne le touche, qu'il est insensible. Et donc, évidemment, il ne manifeste pas d'émotion, pas d'enthousiasme, pas de motivation. Il n'entraîne pas un groupe. Et c'est même compliqué pour lui de se positionner pour décider, pour dire son avis. Il y a quand même des moments où il faut se positionner. Ça lui arrache les tripes. Et donc si on le force un peu, si on lui dit « Allez, on y va pas, c'est quoi ton avis, qu'est-ce que tu ressens ?» Là, il se raidit. Et vous ne pouvez plus rien tirer. Voilà, il s'est barricadé dans sa tour. D'ailleurs, lui-même ne sait pas très bien pourquoi, il ressent rien. Enfin, il ressent des choses probablement, mais il ne sait pas bien mettre des mots. Il peut être soupçonneux, avoir de la rancœur, se mettre à l'écart, se braquer, et puis finalement en faire à sa tête. Donc il va rien dire, il va pas se fâcher. Un soir, une épouse lui dit « Alors, tu sais, on est invité ce soir chez des amis. » « Ah bon, je l'ai pas noté. »« Mais si, je te l'avais déjà dit. Allez, dépêche-toi, là, on est un peu en retard, habille-toi, on y va. » « Écoute, je sais pas, mais moi j'étais pas au courant, j'avais prévu autre chose. »« Mais allez, on y va, là, on est pressé. »
Et puis en fait, il va rien dire, mais il va faire patienter, faire des trucs, jusqu'à ce que ça finisse par exploser, et que soit il lui dit, bon, je finis par y aller, soit il dit, non, vas-y. J'ai prévu autre chose. Donc une inertie incroyable. Voilà, et donc il déteste quand on l'oblige à agir. Il peut devenir un vrai boulet. Et de ce fait, on peut le trouver égoïste. Parce que pas forcément avenant vers les autres, pas enthousiaste, et recherchant son confort, à boire sa bière et à regarder son bouquin, alors que les autres font la fête tous ensemble et qu'ils vivent un super moment. Il peut même être jusqu'à être négligent vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres. Et en tout cas, pour conclure sur ce que j'avais dit au démarrage, par rapport à sa réaction avec les trois autres, il va atténuer le comportement excessif du sanguin, il va pas du tout se laisser impressionner par le bilieux, et il va ne pas rappeler aux mélancoliques de pas trop se prendre, de pas trop prendre ses soucis au sérieux. Alors, j'imagine que vous êtes reconnu, non? Ouais. Alors on va faire un petit récapitulatif avant de vous faire un exercice. Je suis désolée, c'est écrit petit. Est-ce que tout le monde voit à peu près ou Voilà un petit récapitulatif des 4 tempéraments. En fait, vous avez deux axes là qui les séparent. Quand vous regardez les 2 tempéraments du haut, flegmatique et sanguin, ce sont les 2 tempéraments qui sont détachés. D'accord? Qui leur donnent quelque chose de superficiel, etc. Les 2 tempéraments du bas, le mélancolique et le bilieux, sont 2 tempéraments qui sont plutôt en profondeur et déterminés. Le bilieux rapidement, le mélancolique dans la durée. Mais il y a quand même une détermination chez les 2. Et puis si vous prenez l'autre axe comme ça, eh bien vous avez 2 tempéraments ici qui sont plutôt intravertis, qu'on appelle passifs, c'est-à-dire c'est des tempéraments qui sont en réception. Ils reçoivent les émotions, ils les reçoivent d'abord. Le flegmatique, on l'a vu avec patience, prudence, etc. Le mélancolique avec la réflexion, etc. Mais c'est 2 tempéraments qui sont d'abord en réception de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on les appelle intravertis passifs. Intravertis, c'est pas forcément des gens qui sont hyper repliés sur eux, ils ont besoin de se ressourcer en eux d'abord. Ils sont d'abord en réception. Et de l'autre côté, vous avez les 2 tempéraments qui sont en émission, c'est-à-dire que eux, la moindre circonstance fait qu'ils réagissent. D'accord ? Le sanguin qui réagit par des émotions qui le dépassent, la joie, etc. Et le bilieux qui réagit par l'action immédiate. D'accord ? Donc voilà, ça peut donner des combinaisons. Donc nous sommes une combinaison de plusieurs de ces tempéraments, mais on a souvent soit 1, soit 2 tempéraments dominants. Naturel, on est vraiment dans notre nature. Juste quelques éléments rapides, pas vous retenir trop non plus. Pourquoi repérer son tempérament? D'abord, je dirais juste avant de répondre à la question, que vous voyez que c'est pas forcément trop compliqué de repérer un tempérament, sauf des personnes qui ont des tempéraments très équilibrés. Mais quelqu'un qui a un tempérament un peu fort, c'est un peu notre couche externe, vous voyez. C'est la façon dont on réagit de façon très, très directe. Hein. Et donc voilà, on peut repérer avec un peu d'habitude assez facilement. D'une part, évidemment, on gagne en confiance. Parce que vous voyez, souvent, les réactions qu'on peut avoir, je vais prendre le mélancolique au hasard, le manque de confiance qu'a le mélancolique, s'il comprend d'où ça vient, ça le met en confiance. Ah oui. Ouais, on comprend que c'est une nécessité du tempérament. Ah oui, c'est parce qu'il se remet en question qu'il manque facilement de confiance. Mais cette remise en question, ça lui permet d'aller loin. Voilà. Donc vous voyez, ça, le fait de bien connaître, mais on pourrait prendre tous les autres tempéraments, le fait de bien connaître son tempérament, ça met en confiance et ça aide à repérer
et ses forces, et donc à dire, bah, si, je suis quelqu'un de bien, hein, même si voilà. Et puis comprendre ses émotions, c'est vraiment important. Donc se réconcilier avec ses forces, ça paraît bizarre, hein, mais quelquefois, ces forces, on les prend comme des inconvénients. Ça permet aussi de ne pas sombrer dans les risques. Vous avez vu un peu tous les risques de chaque tempérament. On peut déployer son tempérament sans être obligé d'aller dans les excès, dans tous les excès. Hein. Donc ça permet aussi ça voilà, d'éviter d'aller... Alors parfois on a dans les tempéraments, vous voyez, on a deux tempéraments qui s'opposent. Hein. On peut être flegmatique et bilieux ou sanguin mélancolique. Pour ma part, je suis mélancolique sanguin. Et quand on a deux tempéraments qui s'opposent comme ça, souvent c'est des switches. Là, je suis plutôt en sanguin parce que le fait d'animer vient chercher chez moi la ressource du sanguin. Voilà. Et puis, il y a des tout d'un coup, si on parle ensemble là, en tête à tête et que vous abordez un sujet un peu sérieux, tout d'un coup, c'est le mélancolique qui va venir. Hein. Et souvent, c'est des switches. Hein. Voilà, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas trop de mélange en soi, mais on passe de l'un à l'autre. Donc, on gagne confiance en soi, bien sûr, en connaissant ses tempéraments. Très, très utile dans la relation aux autres. Je pense que vous le voyez, d'abord, vous connaissez mieux. D'autre part, vous comprenez pourquoi l'autre abruti vous dit les choses de manière, avec une rugosité insoutenable. Il est bilieux. C'est mélancolique qui parle. Hein. Vous lui pardonnez à moitié. Vous lui pardonnez à moitié. Hein, mais vous comprenez, ça permet d'avoir une distance, si vous voulez, plutôt que de prendre de plein fouet. Ça, voilà. Ou un flegmatique, comprend que c'est pas la peine de... Voilà, c'est son tempérament, il prend le temps, et c'est pas la peine de le brusquer. Hein, moi, j'en ai bloqué un comme ça, mais alors sérieux. Hein. Wow, là, il était vissé dans... Je suis allé trop loin. Voilà. Voilà. Donc, les relations aux autres, ça nous permet de nous adapter, évidemment. Voilà, et du coup d'avoir une relation beaucoup plus ajustée. On ne se change pas, mais on est capable d'ajuster sa relation et du coup d'être plus efficace. Voilà, donc ce qui est important, c'est accueillir son tempérament, accueillir ses forces, voir ça comme il y a une femme, Florence Littauer, qui a écrit un bouquin sur le tempérament, elle dit « Comment ferions-nous sans le bilieux ?» C'est ses têtes de chapitre. Comment ferions-nous sans le flegmatique, etc. etc. C'est apprendre à repérer les forces et à s'accepter et à s'accueillir dans toute les belles qualités du tempérament. Voilà. Et puis du coup, ça permet aussi de comprendre comment on va pouvoir s'apporter mutuellement. Voilà, comprendre que le bilieux me heurte, mais en même temps, il a cette capacité à embarquer les autres dans des projets ambitieux pour lesquels le mélancolique se dit non, on ne va pas y arriver, c'est trop compliqué, voilà. Donc il y a une vraie complémentarité. Donc c'est aussi apprendre à voir les choses dans une complémentarité. C'est ça qu'il faut rechercher, cette complémentarité. C'est vrai au travail, c'est vrai en famille, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire. Et juste pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est comment d'affronter, de voir comment les relations entre deux tempéraments fonctionnent. Et donc, vous l'avez compris, moi je suis une très très grande sanguine. Mon frère est un très grand bilieux, pour ceux qui le connaissent. Et un jour, mon frère me dit, écoute, arrête de parler. Tu me diras quand tu auras fini ton raisonnement et tu me donneras la phase finale. Et là, j'ai compris que je le saoulais à chaque fois que je racontais toutes mes histoires. Mais ce qu'il a compris aussi, ce que je lui ai dit, c'est que moi, je fais avancer mon raisonnement en parlant. Et donc, il a fallu s'ajuster tous les deux. J'ai compris qu'il fallait que je sois beaucoup plus efficace avec lui. Et du coup, je me tourne plus facilement vers les mélancoliques qui, eux, ont besoin de légèreté et qui aiment bien la compagnie des sanguins. Enfin, vous voyez, il y a des jeux de relations comme ça qui se créent, qui favorisent des relations amicales, d'amitié ou en famille. Voilà.
Et ça veut dire aussi, donc, ne cherchons pas à être ce que nous ne sommes pas. C'est peine perdue, on se décourage, ça ne sert à rien. Allons chercher chez l'autre ce qui peut nous apporter. Voilà, et pour terminer, voilà quelques recommandations ou conseils pour chaque tempérament. Donc pour le sanguin, s'il y a des sanguins dans la salle, il faut apprendre à se taire. C'est assez compliqué pour un sanguin. Il faut laisser parler les autres, ce qui est aussi très compliqué pour un sanguin. Ne pas avoir peur du silence. Apprendre à dire non. Alors, si vous avez des enfants qui ont un tempérament sanguin, il faut leur dire, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir faire tout ce que tu as prévu? Donc vraiment apprendre à dire non. Et puis différencier le plaisir immédiat du grand bonheur, j'allais dire. Voilà, ça c'est... D'accord, c'est pour tout de suite, mais sur le long terme, est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Et puis le sanguin, il a besoin qu'on l'aide à persévérer dans l'effort. Le bilieux. Qu'est-ce qu'on peut dire à un bilieux? Détends-toi. Prends des vacances. Fais-toi plaisir. Écoute les autres, ils ont peut-être des choses à te dire sur ta façon de fonctionner. N'écrase pas tout le monde. Reste poli. De temps en temps, excuse-toi. C'est difficile, mais essaie d'admettre tes torts. Le problème peut peut-être venir chez toi. Le mélancolique. Relâchez vos exigences. Occupez-vous les mains. En fait, comme c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ça lui fait du bien de jardiner, de bricoler, etc. Ça soulage la tête. Voilà, ils ont besoin d'être soulagés là-haut. Luttez contre votre susceptibilité. Voilà, ne prenez pas tout au premier degré. Et le problème ou la difficulté peut venir aussi des autres, pas que de soi. Voilà, pas tout prendre pour soi. Sachez apprécier le positif et les compliments qu'on vous fait. C'est tellement facile de balayer un compliment qu'on vous fait. Et quelquefois tellement plus difficile de l'accepter. C'est curieux, hein, cette chose-là. Voilà, ben pour le mélancolique, c'est très important. Et puis, rigoler un peu. Ils peuvent être bon public, hein, mais ils ont plus de difficultés eux-mêmes à lancer des vannes. C'était qui? Phlegmatique. On aimerait bien savoir ce que vous pensez. Positionnez-vous un peu. Exprimez vos sentiments. Je suis sûr que vous en avez. Acceptez un peu d'être bousculé. C'est pas pour rien qu'on vient de temps en temps vous piquer un peu les fesses. Acceptez le changement. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Persévérer, ça va finir par aboutir. J'ai l'impression qu'il y en a qui se reconnaissent là quand même, hein, ou qui reconnaissent d'autres personnes. Voilà, alors pour conclure, émerveillons-nous de la complexité de l'être humain. Voilà, et de notre tempérament et de relations qu'on peut avoir avec les autres. Encore une fois, nous sommes une combinaison de plein d'éléments. Il y a les tempéraments, mais il y a aussi nos talents. Il y a aussi notre éducation, notre culture. Là. Attention de ne pas enfermer les gens dans un tempérament. Et puis, si Hippocrate a découvert justement que compte tenu de notre nature, nous avons chacun une prédisposition à vivre certaines émotions avec nos talents, nos tempéraments, pardon, la vie, elle nous confronte à des expériences qui sont différentes et qui nous font grandir dans d'autres tempéraments. Donc, vivons aussi ces expériences, hein. Mais ce n'est pas pour autant que notre nature a changé. Elle s'est enrichie, mais on ne change pas de nature. Voilà. Et encore une fois, restons dans la singularité de chacun, nuançons les choses. Et puis un conseil qu'on peut donner aux parents, en tout cas, c'est celui d'aider l'enfant à comprendre et à accueillir ses émotions. Quelquefois, on a tendance à mettre les émotions de côté, mais accueillons la joie, la tristesse, etc. Et essayons de comprendre un peu quelles sont ces émotions qui nous habitent. Voilà.